Merci beaucoup, Monsieur Sarano, d'être venu ici à Sciences Po aujourd'hui. Donc là, on est actuellement dans la salle des professeurs de Sciences Po Poitiers. Donc c'est le campus latino-américain et ibéro-américain exactement de Sciences Po Paris. Moi, je m'appelle Salomé Vio, je suis étudiante, je viens juste de rentrer en deuxième année. Et Et donc moi, exactement pareil que Salomé Vio, je m'appelle Laïa Kanavaja et on suit ensemble la majeure politique et gouvernement parmi les trois au choix. Et on suit le parcours Océan. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour un peu parler avec vous. Et du coup, peut-être pour commencer, on avait envie un peu de savoir quel était votre parcours, quelles avaient été les motivations pour que vous soyez océanographe, tout ça, enfin la personne juste que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup d'être ensemble pour essayer de découvrir moi aussi ce que vous faites ici à Sciences Po. Parce que je trouve ça extraordinaire de partager avec vous les expériences que mes camarades et moi avons vécues. Parce que c'est vous, demain, qui allez avoir cette planète en main. Et donc, j'ai une toute petite fille qui est née cette année. Et je vous la remets dans vos mains. C'est à vous que je remets les clés de la maison maintenant. Donc, merci beaucoup de prendre ces responsabilités. Mon parcours, il a été accompagné, fait, porté, d'abord par mes parents. Je remercie mes parents de m'avoir élevé dans la curiosité et l'ouverture à ce monde magnifique. Et puis, il a été accompagné et porté par des tas de personnes que je ne peux pas toutes nommer ici. Et je tiens à dire que mon épouse et ma famille est le pilier central de ce que je suis. Et je ne suis pas sans ma famille. Et puis des tas de gens qui m'ont amené plus particulièrement à la mer. Et alors, dans l'ordre, je rends hommage à Poitiers, puisque j'ai fait mon doctorat d'océanographie ici, à Poitiers. C'était le professeur Legrand, qui était mon directeur de thèse, que je faisais aussi en partenariat avec l'Ifremer. Non, pas l'Ifremer, ça n'existait pas à l'époque, c'était l'Institut des pêches. Et le professeur Dardignac était mon autre directeur de thèse. M'ont accompagné des marins-pêcheurs de l'île-Dieu, Fernand Voisin et l'équipage du Petrouchka, qui m'ont fait passer de ce savoir un peu doctoral que j'avais cru être essentiel et qui m'ont fait comprendre que la mer c'était autre chose. C'était autre chose et qu'il fallait la vivre pour la connaître. Et c'est quelque chose qui depuis me guide, dont j'ai envie de vous parler tout à l'heure. Vraiment essentiel pour moi, la différence entre ce qui est su et ce qui est connu. Et ces marins-pêcheurs m'ont donc fait partager leur existence pendant 150 jours en mer, dans le golfe de Gascogne en hiver. Et je leur dois beaucoup. Ils m'ont amené à mieux comprendre que je faisais partie de ce monde, que je n'étais pas extérieur à lui. Et voilà pourquoi je leur dois beaucoup. J'avais fait de la plongée déjà, mais je n'avais pas réalisé. Après ça, à bord de la Calypso, l'équipe de la Calypso, Cousteau bien sûr, Falco, Frédéric Labouras, tous mes amis m'ont accompagné dans des découvertes qui paraissent inouïes aujourd'hui. Parce que on faisait de l'exploration comme on la rêve encore, qui est celle de dire le monde est ouvert, le monde est à nous. Parce que Cousteau a ouvert l'océan. Il a ouvert l'océan avant lui, et c'était une surface de 360 millions de kilomètres carrés. Après lui, grâce au détendeur qu'il a mis au point avec Émile Gagnan, c'était un volume formidable, riche de millions d'espèces, tout à découvrir. Donc il y avait une gourmandise insatiable, et lui disait juste une chose: demandez-moi ce que vous voulez pour aller explorer, je vous le donnerai. Jamais de rentabilité. Quand on sortait de plongée, il demandait jamais ce que vous avez trouvé. Non. Est-ce que vous avez bien exploré? Est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Et là, tout d'un coup, on se disait que c'était la vraie direction vers laquelle regarder. Pas de rentabilité immédiate, non. L'ouverture, l'exploration.
Après ça, il y a eu évidemment l'équipe de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, le film Océan, une aventure de 7 ans avec une équipe bouleversante, formidable, dans 50 coins formidables de la planète, encore préservés, où on a pu aller à la rencontre, je vous montrerai quelques extraits tout à l'heure, d'animaux bouleversants et qui vous changent pour une vie entière. Et puis il y a mes copains de Longitude 180, l'association, un engagement auquel je tiens beaucoup. J'y tiens parce que tout le bonheur que j'ai vécu aux côtés de ces animaux marins, avec tous mes compagnons, je voudrais que vous en profitiez. Je voudrais vous le transmettre. Et je voudrais qu'après ça, vous en fassiez profiter ma petite fille Ayaté. C'est quelque chose qui me guide tous les jours. J'ai une étoile polaire. Quand je me réveille le matin, je la regarde. Je sais que je ne l'atteindrai jamais. Elle est loin, mais elle me donne le cap. Cette étoile polaire, c'est nous réconcilier, nous les hommes, avec cette vie sauvage extraordinaire, qui nous est indispensable, parce qu'elle nous ouvre sur les autres, parce qu'avec elle, on ne peut pas tricher quand on est en face d'elle. Et donc, on apprend à rencontrer, on apprend à dialoguer, et on apprend donc à s'ouvrir à tout le monde. Et ça, on le retrouve dans l'océan, on le retrouve moins à terre, parce qu'à terre, les animaux nous fuient, alors qu'en mer, on peut approcher les animaux sauvages sans qu'ils fuient. Et les plus grands, vous allez voir ça tout à l'heure, extraordinaire. Donc, c'est un fil, je dirais, ce parcours, je ne saurais pas où il a commencé, quand il a commencé, je pense quand même que c'est avec les papillons que ma maman m'apprenait à chercher, ou le poulpe que mon papa pour la première fois m'a montré. Et j'espère qu'il se continuera avec vous et avec Ayaté, parce que c'est juste une grande gourmandise essentielle. Voilà. Et aussi. Et en équipe, ensemble. Du coup, nous, ce qui nous marquait avec Laïa, c'était vraiment, parce que hier on en a beaucoup discuté, etc. Et on avait vraiment l'image de vous comme quelqu'un qui donne toujours un discours quand même plutôt beau, alors qu'on est dans une période où on fonctionne tout le temps qu'au buzz et à un discours alarmiste. Et est-ce que vous croyez que, mais que tous les discours alarmistes éclipsent toutes les avancées qui se passent en termes environnemental, social, économique. Bon, là on est plutôt sur environnemental, niveau marin, mais... J'ai vécu Rio en 92. J'ai lu le rapport Brundtland. J'ai lu le rapport du Club de Rome. Ça fait 40 ans, on sait. Aujourd'hui, bien sûr que le GIEC apporte des informations plus précises sur la catastrophe écologique qui est là. Imminente. Non, nous la vivons. Pardon, on y est dedans. Et il n'y a rien d'autre à dire. Alors, pourquoi ne changeons-nous pas? C'est une question qui m'a longtemps travaillé. Eh bien, je pense que c'est uniquement parce que nous ne sommes pas attachés à l'océan, aux animaux marins. Pourquoi ne sommes-nous pas attachés? Parce que nous savons des choses. Et l'information que nous avons empilée parle à notre cerveau. Et ce cerveau, il est comme détaché du monde. Il ne se sent pas impliqué dans le monde. Mieux, il regarde le monde de l'extérieur. Il regarde le monde de l'extérieur, il le juge, il le gère, il le possède. Et en gros, il peut l'exploiter à sa guise. Et puis bon. Alors que, si chacun d'entre nous avions un jour nagé avec une baleine, nous avions rencontré au détour d'un bois un blaireau, nous avions été fascinés par le regard d'une biche, tout d'un coup, on aurait changé. Parce que ce qui fait le changement, ce n'est pas le savoir, c'est l'attachement, l'amour que j'ai pour vous, l'amour que j'ai pour cette nature, l'amour que j'ai pour mes enfants, à qui je veux transmettre cette joie que j'ai eue. Ce qui fait que je crois que ce qui nous manque à nous, citadins de plus en plus coupés de la nature, de plus en plus virtuels, c'est l'immersion. C'est l'œil dans l'œil, le face-à-face qui tout d'un coup nous fait à la fois percevoir ce monde, non pas simplement avec la cervelle, mais avec tous les sens, et qui tout d'un coup nous remet à notre place dans ce monde. Nous faisons partie de ce monde. Nous sommes partie prenante.
Il ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Et là, tout d'un coup, on change de perspective. Plus besoin d'alarme. Si je te sens soucieux, si je t'aime et que je t'en soucieux, je vais tout faire pour t'aider. Et donc, arrêtons les chiffres. Je les connais. Encore une fois, j'ai vécu Rio, j'ai cru que j'allais changer le monde avec Cousteau. C'était la première grande conférence pour le développement, l'environnement, 121 chefs d'État, l'agenda 21, tout le monde avait signé. C'était, ça y est, on allait changer. On n'a rien fait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes coupés de cette planète. Nous sommes coupés. Il faut nous réimmerger dans cette planète, nous reconnecter à cette planète. Et là, tout d'un coup, je pense que ça va changer. Donc, à la fois, le discours à la mer est réel. Il ne faut pas être grand clair pour voir ce qui se passe. Mais visiblement, il ne porte pas. Il ne porte pas bien. Donc, il faut changer de discours. Et puis, aussi montrer que, au moins dans le cadre de l'océan, il y a une résilience formidable. Chaque fois qu'on a fait des belles choses, chaque fois qu'on a protégé, ça a marché. Qui voudrait ne pas jouer à un jeu où on gagne à tous les coups? Eh bien, quand on protège dans l'océan, on gagne à tous les coups. Les réserves marines, les protections spécifiques, vous allez voir ça tout à l'heure, les cachalots, les trucs comme ça gagne. Jouons, gagnons. Et après ça, on me dit souvent, mais on est trop nombreux pour aller dans les réserves, surfréquentation, on est trop nombreux pour voir les cachalots, impossible, ça va les déranger. Eh, qu'à cela ne tienne, s'il y a une telle demande, augmentons l'offre, faisons du littoral français une immense réserve. Si tout le monde veut aller voir des animaux sauvages, offrons les animaux sauvages. Et alors, on comprendra ce que veut dire rencontrer. Et ces rencontres-là, encore une fois, amènent aussi à comprendre les rencontres avec nos voisins, qui ont des religions, des traditions différentes. C'est la diversité que l'on découvre, et que tout d'un coup, on comprend parce qu'on est à l'écoute. C'est ça, la vie sauvage, c'est l'école de la vie en société. C'est la plus difficile. Parce que je ne peux pas communiquer avec un animal sauvage. Je ne le comprends jamais. Mais si je veux le comprendre, si je vais vers lui avec bienveillance et respect, alors, au moins je trouve ce moment juste où je peux le côtoyer en paix. Et donc il faut multiplier, au contraire, ces endroits où on va retrouver nos racines. Les multiplier pour que, enfin, chacun puisse se reconnecter à ses racines et retrouver de la paix, de la sérénité. Donc, on peut, c'est facile, on peut le faire maintenant. Maintenant! Ça coûterait pas grand-chose. Ça coûterait pas grand-chose. Et on gagnerait de la paix. Donc, justement, vous tenez un discours qui est très positif dans les mots que vous employez, que ce soit gagnant, donc un peu cette notion de victoire. Vous parlez également de la paix. Vous avez parlé de l'amour également, de l'importance du travail en équipe, etc. Toute une série de vocabulaire qui nous fait aller dans le bon sens et avec motivation. Et on se demandait, cette volonté, cette énergie, au-delà de ce que vous avez pu dire en vous présentant, vous vient-il justement Du fait d'avoir rencontré et d'avoir observé le sauvage, les animaux... Je dirais ensemble. Réellement, je me sens faire partie de ma famille, de mon équipe, de mes amis. Je vous remercie. Ensemble maintenant. Et je me dis que, bon sang, on a les moyens de faire mieux. En quoi la direction qu'on prend aujourd'hui est un vrai progrès? En quoi d'avoir un fleuve qui est un gros égout à côté de chez moi, le Rhône, c'est un progrès? C'est pas un progrès. On se trompe de progrès. Il faut changer nos indices de perception du progrès. Il faut que nous trouvions de nouveaux indices qui nous permettent de mieux mesurer ce qui devrait être un progrès de bien-être, un progrès de vivre ensemble. Or aujourd'hui, on ne mesure pas ça. Et donc, je me dis, en fait, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Oublions BNP, IDH et autres indices qui quand même s'appuient toujours à une exploitation forcenée de notre environnement pour se dire, ok, et si nous essayons de trouver un indice de relation, combien as-tu d'amis, combien... et le nombre de sourires chez les Tibétains ou je ne sais plus où n'est pas un plus mauvais indice. Le nombre de sourires par jour,
Pardon, mais ce n'est pas un plus mauvais indice de bien-être que le PNB et le CAC 40. Hein. Donc, ne rigolons pas tant que ça. Et à ce moment-là, je pense que la course effrénée à la consommation qui tend à pallier notre vide relationnel, eh bien nous la changeons. Et je crois qu'on peut le faire personnellement, chacun. Il y a 3 choses, je pense vraiment. J'ai dit toujours, se retrouver, ça veut dire prendre sa télé, prendre les jeux sur son smartphone, pas un truc comme ça, un grand coup de pied, les envoyer par la fenêtre. Et en 1 seconde, et un bon coup de pied de satisfaction, on gagne 2 heures par jour. 2 heures 2 heures à être avec celle ou celui qu'on aime, ses enfants, ses parents, ses amis, aller boire une bière avec ses amis. 2 heures ensemble. Cool. 2 heures par jour, c'est inouï. Et ces 2 heures, c'est sûrement du bien-être. Parfois un peu d'interrogation. Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quelque chose qui permet de se retrouver. Deuxième chose, quand on s'est retrouvé, qu'on a eu ce temps-là, se reconnecter. On enlève ses chaussures. On sort de la ville, n'importe où, et on va marcher pieds nus dans les prés. Le matin, la rosée, tout est humide, et les sauterelles qui passent devant. Les gobe-mouches, c'est la saison des gobe-mouches en ce moment, ils reviennent, je vois à la maison, hein, ça fait 15 jours qu'ils sont là, hop hop, le petit vol, on ne les reconnaît pas à leur plus vache, parce que ça va trop vite, mais tchouk, tchouk, ce petit vol cabriolet avec les insectes, ou le soir, les chauves-souris, et tout d'un coup, on se sent partie du vivant, on se reconnecte, ça offre de la paix, on vient à un autre rythme, on oublie qu'on appelle l'internet, là, ça y est, c'est un mail d'Indonésie, ils ont combien d'heures d'avance sur moi? Ah, c'est pas cool, je suis en retard. On se remet dans son corps. Dans son corps. Parce que souvent, on n'est pas dans son corps. Hein. On a des gens, ils sont l'un en face de l'autre à table. Hein. Ils ont chacun leur smartphone. Ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas là. Non, on se remet dans son corps et dans un temps physique. Le temps de la voile, le vent, le temps de la marche. La marche, cool. Ça va pas plus vite que les pieds. Et ça, tout d'un coup, on se reconnecte au monde. Et après ça, s'engager. Parce que je crois que l'engagement, ça donne un sens à sa vie. C'est pas simplement utile, c'est que ça donne une cohérence. Et on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on fait les choses. Et surtout, l'engagement est altruiste. Et c'est obligatoirement une boucle positive. C'est une boucle vertueuse. Si je suis ouvert aux autres et si je fais les choses pour les autres, les autres à leur tour répondent à ça. Et donc, rien qu'en faisant ces 3 choses, on assoit le socle nécessaire au changement de société, je dirais de civilisation, qui va avoir lieu. C'est inéluctable. Depuis 1968, nous consommons plus que ce que la planète peut nous donner. Et ça ne fait que s'accroître, ça ne peut pas durer. N'importe qui comprend que quand on a un gâteau qui est fini et qu'on ne laisse pas le pâtissier remettre des gâteaux, au bout d'un moment on arrive au bout du gâteau. Bon. Et que quand on en mange beaucoup, on prive d'autres personnes. C'est-à-dire, de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça. C'est juste inéluctable. Si on veut un monde de paix. J'entends le prélude, c'est ça. Nous allons être 10 milliards d'habitants, 11 milliards d'habitants, on est 7 milliards et demi, c'est pas facile, à 10 milliards, ça sera plus difficile. Si je veux offrir, moi, à Ayaté, ma petite fille, à Marion et Maud, mes filles, un monde de paix, et c'est ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, vraiment, eh bien, je suis sûr que nous devons réorienter notre croissance, c'est-à-dire aller vers une croissance relationnelle, une croissance dans le domaine de l'imagination, de l'art, dans le domaine de l'esprit, c'est infini, c'est le seul infini. Et décroissance dans le domaine de la consommation et de l'exploitation des ressources de notre planète. Pardon, mais il y a un truc qui me tient à cœur, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, alors monsieur, vous voulez laisser dans le dénuement 3 milliards et demi de personnes qui n'ont pas votre niveau de vie. » Attendez là, 2 minutes. Oui, je serais peut-être de votre avis, pas tout
à fait, mais peut-être tout à fait, si nous changions de paradigme. Mais aujourd'hui, je crois bien que nous ne donnons rien. C'est-à-dire que nous ne satisfaisons que la demande solvable. Donc si on ne satisfait que la demande solvable, on peut déforester, on peut déboiser, toute l'Amazonie pour faire des steaks hachés. On ne les donnera jamais à ceux qui ont envie de les manger, les steaks hachés. Ça veut dire que l'argument, il faut exploiter plus, il faut produire plus pour nourrir ceux qui n'ont pas, est un mauvais argument. C'est un argument fallacieux. C'est un argument de bandit. Parce que les gens le savent. Donc, changeons de paradigme. Offrons pour le nécessaire l'eau, la culture, le toit, l'air. À tout le monde, il y a moyen. C'est pas compliqué, arrêtons de dire qu'il n'y a pas. Et puis, après ça, nous allons voir en réorientant vers un mieux-être. Moi, j'ai bien envie d'aller me baigner dans le Rhône. J'ai pas envie de me baigner dans une piscine de chlore. On peut retrouver tout ça. Mais voilà, il faut au départ que soi-même nous en soyons convaincus. Et donc, on ait posé les bases. Voilà, posons les bases avec ces trois choses. Se retrouver, se reconnecter, s'engager. Super. Donc justement, l'une des victoires pour lesquelles vous vous battez aujourd'hui, c'est le fait que l'on puisse attribuer des droits aux océans. Donc l'autre jour, nous nous demandions avec Salomé, il existe, nous concevons aujourd'hui les eaux internationales, c'est-à-dire des eaux qui n'appartiennent à personne. Pourquoi est-ce que, selon vous, il n'existe pas aussi le concept de déserts ou forêts internationaux Mais malheureusement... Parce que, justement, vous avez parlé de la consommation, ce qui fait penser un peu à la propriété privée, au pouvoir d'achat, la volonté de tout acquérir. C'est la même chose pour les océans. C'est le dépeçage des océans aujourd'hui. C'est la privatisation des océans et des grands fonds. C'est catastrophique. C'est pas seulement des droits aux océans. C'est comprendre que nous appartenons à l'océan. Nous appartenons à cette planète. Et c'est d'un autre ordre. Comment dire? Tant que nous dirons même océan bien commun de l'humanité, nous ferons fausse route. Ce sera déjà mieux. Et encore, entendons-nous bien commun voudrait dire que chacun puisse en jouir sans privation de l'autre. Or aujourd'hui, regardez le droit. Il donne raison à celui qui s'approprie le bien commun en le tuant. Ouais. C'est à tomber par terre. Je prends l'exemple très simple. Je suis en plongée, je vois cette magnifique dorade, formidable, elle est belle, je la photographie, je la laisse pour que vous-même, demain ou après-demain, vous la voyez. Elle ne m'appartient pas. Le chasseur sous-marin passe, il y tire dedans, il la prend, elle est à lui. Moi, je veux faire quelque chose, je suis un bandit, je vais en prison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le bien commun appartient à celui qui le tue, et que moi, citoyen de deuxième catégorie, je n'ai pas le droit de laisser vivre. Donc il y a vraiment quelque chose à changer. Bon, ça date encore une fois de Grotius, du XVIIe, de ce que la mer était à l'époque perçue comme un monde infini, avec des ressources inépuisables, et donc quand je prenais quelque chose, je ne privais pas le voisin de cette chose. Aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. On sait à la fois que c'est fini, et on sait aussi que chaque être vivant est différent de l'autre. Et qu'ils ne sont pas interchangeables. C'est parce que nous les avons regardés de trop loin que nous pensions qu'ils étaient interchangeables. Pas plus que chacun d'entre nous ici dans cette pièce est interchangeable. Nous sommes des personnes, et les êtres vivants sont des personnes non humaines, à qui il faudrait, au moins, si ce n'est donner des droits, mais au nom duquel il faudrait parler. Et tout d'un coup, penser océan, bien commun à tous les vivants. À ce moment-là, on serait sur un bon pied, un vrai bon pied. Pour les forêts, c'est pareil. Mais pour les forêts, on trouve qu'il y a quand même un rapport qui est différent entre le rapport qu'on a avec le continent et l'océan. Il y a comme un grand gap, un espace qui fait que, il y a moins d'intérêt. Je sais pas si c'est moins d'intérêt, mais juste comme on a l'impression d'avoir beaucoup moins de pouvoir et de poids pour un océan, je sais pas. Mais c'est très simple. L'océan
99,6% des 7,5 milliards d'habitants de cette planète n'ont jamais mis la tête sous l'eau. Et donc, au-delà de ce miroir, il y a une sorte de bac noir, de grande boîte noire, dans lequel on peut puiser à loisir et dans lequel on peut noyer ses déchets pour toujours. On ne le connaît pas, on y est indifférent. Et ce que on sait ne nous touche pas. Donc, peu importe. La forêt, on peut y aller, on la voit, elle est concrète, elle est là. Mais l'océan, il est caché. Voilà pourquoi nous avons un devoir de témoignage, nous, les plongeurs sous-marins. Bah alors peut-être que du coup, il faudrait qu'on emmène tout le monde voir la mer. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On emmène tout le monde dans la mer en multipliant les réserves. Et là, tout d'un coup, les gens seront touchés. Ils sauront pourquoi il faut préserver. Mais il faudrait emmener tout le monde dans des réserves des Alpes, tout le monde dans les forêts. Il faudrait une réforme de l'ensemble de notre éducation, je ne parle pas de scolarité, qui irait dans deux directions. Le premier, qui devrait être le premier cours, le seul objet de l'école, c'est comment vivre en société avec bienveillance et en respectant l'autre. Premier objectif. Les mathématiques, je m'en fous des mathématiques. À quoi sert le savoir si c'est fait pour autre chose que vivre bien ensemble en paix? Ça ne sert à rien. Bon, alors, ce qui sert, c'est les matières clés. Offrir du bien-être aux autres. Bon, j'apprends ça. Après ça, se sentir encore une fois partie de ce monde. C'est une illusion de scientifique, c'est une illusion d'intellectuel de croire que le monde, on peut le regarder au bout de sa lorgnette. C'est une illusion qui amène à une déraison qui est celle de croire qu'on peut l'exploiter, alors que c'est son pied qu'on exploite. Et donc ce que vous prenez, c'est un peu le retour à la simplicité, parce que vous dites les intellectuels ont un peu cette vocation de tout étudier, et au final c'est une accumulation constante de savoir qui derrière, je pense, c'est pas l'objectif final du savoir tel que on l'acquiert de nos jours, c'est pas, j'ai l'impression, de vivre en paix avec les autres. C'est-à-dire que apprendre le savoir nous met plus aujourd'hui dans une situation de rivalité ou d'individualisation, bien qu'après il y ait tout le travail en équipe. Oui, il y a aussi un apprentissage de savoir qui est quand même aujourd'hui extrêmement dirigé, très, très utilitaire. Hein. Ça doit être rentable. Hein. Je vois les thèses, je vois ce que c'est aujourd'hui. Hein. Bon, si c'est pas dans un objectif, la molécule de... Bon. Mais le savoir peut être une ouverture formidable. Si le savoir réveille la curiosité et amène à aller vers l'autre, c'est formidable. Le dialogue savoir-connaissance est juste la clé du bonheur. Mais il ne faut pas que ce savoir enferme dans une tour d'ivoire. Parce que là, alors, c'est la fin du monde. La fin du monde. Et on dit l'homme va disparaître. L'homme, il ne disparaîtra pas. Il ne faut pas se faire de soucis. L'homme ne disparaîtra pas. C'est sûr. En revanche, et je suis beaucoup plus inquiet pour ça, son humanité peut disparaître. L'espèce humaine, pas de souci. Il y arrivera, là des ressources. Incroyable. Mais qu'est-ce qui fait notre identité de personne humaine au milieu de ce foisonnement incroyable du vivant, de personnes non humaines? Qu'est-ce qui fait notre identité? Je le crois. Oh, il y a des tas de choses, mais on s'aperçoit que tous les jours, intelligence, il se rapproche de plus en plus de ce qu'on pensait être le propre de l'homme. Mais ce qui fait notre identité, c'est qu'on sait tout ça. Et que ce savoir, pour le coup, nous donne la liberté de détruire ou de respecter. Et ce qui fait, je crois, notre humanisme, ce que nous revendiquons, c'est la liberté de respecter les autres. Tous les autres, tous nos colocataires. C'est ça qui fait notre identité. Et chaque fois
que nous laissons glisser, que nous perdons une espèce, que nous laissons brûler une forêt, nous perdons un peu de notre humanité. C'est tout. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et ce que je veux laisser à ma petite fille, à vos petits-enfants après, c'est de l'humanité. Le reste, faites pas de soucis, la vie restera, fait 3,5 milliards d'années qu'elle est là. Ça va le faire pour elle, ça va le faire. Les bactéries vont plus vite que le changement, elles sont le changement. Alors, il n'y a pas de souci pour la vie. Elle va s'en sortir. Mais par contre, cette émergence de... Désarmant. Oui, alors peut-être que on avait aussi une petite question. Nous, du coup, on est à Poitiers, on n'a pas d'accès à la mer, malheureusement. On a le Clin. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle au maximum si on a envie de s'engager et... Alors là, pour le coup, simple. D'abord, de la nature autour de vous, vous allez à Chizé, vous allez à voir, il y a. Mais, encore une fois, vraiment, consacrez maintenant, à partir de tout à l'heure, 2 heures à ce que vous aimez d'abord. 2 heures. Vous dites, et puis alors, fermez la télé, fermez les infos, oubliez la pub. Les infos, non, moi j'ai pas la télé, et on en sait assez. Et c'est pas des infos, c'est des secousses browniennes. Hein. Pardon, les tweets de Trump ou l'évolution du CAC 40, ça me fait marrer, moi. L'évolution du CAC 40, on a tout ça tous les jours, mais qui s'en fout du CAC 40? Bon, oublions ça. Oubliez ça. Et tout d'un coup, encore une fois, on a du temps, on est apaisé. Après ça, il y a des choses très très pratiques. Hein. À la maison, terminer tout ce qui est détergent, machin. Enfin bon, nous ne contribuons plus, et ça c'est à l'initiative de ma fille Maude, nous ne contribuons plus à la destruction de la vie marine, aquatique, terrestre, avec des cides. Des biocides, des pesticides, des insecticides, des détergents, des trucs comme ça, savon noir, enfin bon, il y a des tas de recettes quand on sur Internet, on le fait tout de suite. Goutte d'eau, goutte d'eau. Mais enfin bon, c'est le socle nécessaire au changement. Si moi-même je ne fais pas ça, ben je ne suis pas prêt au changement. Et autre chose, c'est exemplaire. C'est contagieux. Ah ouais, tu fais ça? Ah et non, t'es aussi bien rasé que les autres quand même. Bah ouais, tu vois, ça marche. C'est cool. Donc, il y a ça. Après ça, tous les lieux communs, ça aussi on le sait. Allez, c'est un peu plus loin, mais on va y aller à pied. Oh, on va le prendre en vélo. Écoute, j'arriverai un peu plus tard, et il me faut 3/4 d'heure, mais j'irai là. Allez moi, je vais tous les matins, à chaque fois elle me répond la même chose. Pas de sac, avec le pain. Ouais. Pas de sac. Puis, depuis un petit moment, plus de sac. Et après, il y a 2 semaines, la personne qui était derrière moi, comme monsieur, pas de sac s'il vous plaît. Voilà. C'est, encore une fois, les politiques n'ont rien fait. Ceux qui vivent de la guerre, évidemment, ne font rien et jettent le trouble sur les chiffres du GIEC ou des trucs comme ça, parce qu'eux, ils se nourrissent de ça. Donc, c'est à la société civile, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est nous. C'est à nous d'être le tsunami. Et Greta Thunberg, c'est une partie du tsunami. Cool, bravo, formidable. Formidable! Enthousiasmant. Soyons à la hauteur de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. En définitive, les gars du GIEC avaient déjà dit ça. Ah ben ouais, en définitive, mais oui, Brundtland. Vous vous souvenez, en 87, là, le rapport Brundtland, là, notre navire à tous? Ah ouais, elle avait déjà écrit. Bon, faisons-le. Et puis après ça, on est en accord. Donc, c'est des choses simples, tout de suite, quotidien. Après ça, il y a des tas d'associations qui demandent soutien. Et soutien, c'est pas simplement des soutiens financiers, c'est des soutiens de voix. Si moi, avec mon association Longitude 180, je suis porte-parole de 700 personnes, c'est pas pareil si je suis porte-parole de 20 000 personnes. Donc, ce soutien-là qui dit, nous pensons que la voie qu'il propose, la philosophie qu'il propose, est une philosophie qui va apporter du meilleur sur cette planète, et nous adhérons.
Ah, tout d'un coup, quand je vais discuter avec le ministre de la Pêche, là, ah, ok, ah, ça va être plus simple. Il y a 20 000 personnes qui pensent comme moi, je ne suis pas tout seul. Et donc, après ça, il y a des engagements très concrets. Hein. Et voilà, tous les jours, il y a des associations qui vont faire ça. Et puis, on a des bulletins de vote. Et puis après ça, encore une fois, vous êtes ici à Sciences Po. Demain, c'est vous. C'est vous qui serez là, député. C'est vous. Alors, vous aurez les mains. Encore une fois, c'est concret. Et même si je ne verrai pas le changement positif que je crois tous ceux qu'on s'aime avec Longitude 181, avec mon épouse, va faire. Mais je suis sûr que ça va faire quelque chose. Quand on était sur le Danube, avec Cousteau, j'ai eu l'occasion, je pense qu'on était les premiers à rentrer dans le palais de Ceausescu, après qu'il ait été destitué et tué. Et le type qui m'a fait visiter le palais, qui nous a fait visiter le palais, c'était l'équipe Cousteau, avec Denis Audi, il nous a raconté une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est belle. Lorsque le palais a été construit, devant l'ouverture monumentale, c'est un palais, hein, c'est Versailles à côté, c'est de la bibine. Il a fait une grande avenue, et c'est lui qui a fait le tracé de l'avenue, waouh, d'un grand coup de crayon. Et 1 ou 2 kilomètres du palais, une petite église insignifiante mais très sacrée. Et le tracé n'épargnait pas l'église et passait dessus. L'architecte fait remarquer au Ceausescu le fait taire, c'est terminé. J'ai décidé, le trait, c'est ça, elle passera là. Alors, l'architecte a bougé le tracé au départ d'une fraction infime de degré. Infime, insignifiante. Et l'insignifiant du début a épargné l'Église. L'insignifiant a épargné l'Église. Je voudrais être cet insignifiant. Merci. Merci beaucoup. Ça rappelle un peu l'histoire du petit colibri. Rabbi, Oui. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je crois effectivement à la sobriété heureuse. Donc, justement, parce que c'est toujours cette notion de simplicité dont j'ai l'impression que vous parlez. Et en étant à Sciences Po, on est confronté au jour le jour à la complexité de divers mécanismes, que ce soit dans le fonctionnement de l'État, que ce soit dans le monde Relations globalisé, c'est-à-dire la diversification des acteurs dans le monde. Et donc tout ça pour me dire, parce que vous parlez d'engagement, plutôt s'engager vers un engagement du jour le jour, associatif, un peu qui reprenne cette démarche du petit colibri et un peu de l'union fait la force, ou plutôt s'engager dans la coopération avec les autorités publiques et les firmes transnationales par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire... Mais les deux sont nécessaires. Oui. Et la même personne doit faire les deux. Non. Elle doit faire les deux. Si il a les moyens, encore une fois, de responsabilité qui lui permettent d'avoir des relations internationales, des choses comme ça. Mais il ne peut pas faire ça, il ne peut pas croire à ce qu'il fait s'il n'est pas lui-même en accord personnel avec ça. Donc, je pense que c'est une vie. Et la vie, elle se tend, c'est comme une corde et un arc. Il y a deux bouts. Il n'y a pas qu'un bout, ça ne marche pas. Si on n'est pas en accord soi-même avec la philosophie qu'on prône, et après ça, elle s'étend jusqu'où elle peut s'étendre. Moi, elle s'étend ici, dans ma ville, comme ça. Si je pouvais parler à Trump, j'irais parler à Trump. Comment dire Mais le centre, le noyau, il doit être pur. C'est déjà très difficile. Hein. Déjà, on se prend les pieds dans le tapis, c'est compliqué. Hein. Donc, il faut que des gens soient en accord là pour tendre la corde jusqu'où elle peut aller. Mais le dialogue est indispensable. Et autre chose auquel je crois, dialogue, dialogue, dialogue. Même avec ceux qui sont le plus opposés à vos idées. Il ne faut pas rajouter du chaos au chaos. Je ne crois pas
aux oppositions de force. Aucune guerre ne se résout. Il y a toujours un moment où on se dit, ok, on se met autour d'une table. Il faut avoir force de conviction, de contagion. Par conséquent, plus on est contagieux et à l'échelle que l'on peut, mieux. Mais de toute façon, on vit avec et on est tous, tout est lié. Celui qui travaille chez Monsanto, c'est mon frère, c'est mon cousin. Et il travaille pour moi. Pourquoi pour moi? Je n'utilise pas de produit. Oui, mais peut-être que dans mon compte en banque, il a mis un machin. Le monde est lié. Donc c'est nous. Enfin, je veux dire, ne reportons pas l'autre les méchants. Non, ça n'existe pas, ça. Surtout sur cette petite planète, hein, où tout est lié. Alors là, pour le coup... Même les océans. même les océans. Il n'y a pas Même les océans. Ouais. Non. Il y a Nous si, sommes il y a- parcelles d'océans. Oui. Mais oui, mais oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je suis très bavard, je suis désolé. On serait bien resté 20 ans. Un grand merci pour Oui, vraiment. Merci. être là. Merci beaucoup. Et on a hâte. Pour la leçon inaugurale également que vous vous apprêtez à faire, devant la nouvelle promotion qui arrive les premières années. Merci. Merci. Merci de votre écoute. Sciences Po.